Et quelle introduction, et merci aux intervenants précédents qui ont bien posé le décor, et c'était extrêmement intéressant parce qu'on a parlé innovation, mais pas forcément spécifiquement dans le domaine radio, même si on avait le père de la FM synchrone, et c'est quand même quelque chose de rare parce que c'est, comme il l'a dit tout à l'heure, c'est français, franco-français, et c'est unique dans le monde. Alors je crois quand même qu'il y a une radio d'autoroute au Maghreb qui s'est montée dernièrement sur le principe de la FM synchrone, mais c'est quelque chose de rare. Ça va me donner l'occasion d'inviter les participants à cette table ronde, et notamment Benoît de TDF qui va nous rejoindre, s'il vous plaît. Lionel Guiffan de la société RCS, mondialement connue, société américaine très implantée en Europe grâce à l'équipe de Lionel Guiffan, basée en région parisienne. Il va nous en parler. Et puis il y a Franck, le régional de l'étape, qui représente la FRACA. La FARA, la Fédération alsacienne des radios associatives. Lionel Guiffan, s'il vous plaît. Bon, il va nous rejoindre, mais il est en pleine discussion. Il faut dire que cette séance de Radio Tour, vous qui nous suivez en ligne, est accompagnée d'ateliers. Je vous invite d'ailleurs à tous ceux qui nous rejoindront sur les prochaines dates à vous inscrire dès à présent. Les dates sont disponibles sur connectonair.com, là où vous nous regardez. La prochaine date étant Nice. Alors Lionel, on va commencer sans lui, parce que... Bon, on va commencer par TDF, tiens. Justement, on parlait de la FM synchrone, qui est une exclusivité TDF, qui a été reprise... Produit TDF, oui. Produit TDF à la base, ouais. Reproduit par toutes les radios d'autoroute. Et dans les cartons aussi d'innovation au sein de TDF, il y a 30 ans que vous travaillez dessus, comme d'autres sociétés. Ah, merci Lionel, enfin. Il y a le DAB+, c'est quand même la grande innovation radio du moment. Enfin, enfin, on a attendu longtemps quand même, Benoît, le développement du DAB+, mais est-ce qu'il n'est pas trop tard ? Ça, c'est pas moi qui vais le décider, c'est les clients, c'est les auditeurs, c'est l'écosystème qui va le décider. Nous, on suit le sujet depuis bien longtemps. On met en place les solutions, on met en place les systèmes, et donc on répond à nos éditeurs pour mettre en place les solutions, pour les accompagner et pour être proposant, pour apporter le besoin adapté aux besoins de chacun, à l'expression de besoin de chacun. Et donc nous, on suit les demandes. Maintenant, on est d'accord que l'éditeur doit capter son auditoire, et l'auditoire doit être accroché. Ça, c'est l'avenir qui nous le dira. Alors, il y a tout un calendrier donc qui a été fixé par le CSA, avec en plus encore du retard à cause du Covid. Mais là, donc la politique des nœuds et des arcs de Nicolas Curien est en train d'avancer. Aujourd'hui, on peut écouter la radio en DAB+, sur la région Grand Est ? Alors, il y a pas mal de multiplex qui fonctionnent sur le Grand Est. Il y en a à Strasbourg, à Mulhouse, etc. Il y a beaucoup d'activités sur le Grand Est, qui a démarré il y a 1 an et demi maintenant, à peu près. Donc il y a un produit qui existe, qui est diffusé par un prestataire tiers. Il y a aussi l'Allemagne qui est à côté, et la Suisse où il y a énormément de diffusion en DAB+. Le Grand Est, oui, est vraiment bien arrosé en termes de diffusion. Mais il manque encore tous les multiplex nationaux qui sont dans le calendrier mis en place par Nicolas Curien. Et donc on aura ces multiplex qui donneront, je pense, un vrai coup d'envoi au DAB+, dans les allumages de la région sur 2022. Alors TDF, c'est la société leader en France au niveau de la diffusion, mais l'arrivée du DAB+, a fait émerger des nouveaux entrants, et Franck Gell, qui est outre le président de la fédération dont je parle à l'instant, qui est le président de Azure FM, est aussi un acteur en termes de diffusion sur le Grand Est en DAB+. Et ça, c'est quelque chose de nouveau, des radios qui se regroupent pour assurer leur propre diffusion. Alors effectivement, mais il faut bien faire le distinguo. On n'est pas un concurrent de TDF. On est dans un cas de figure qui est tout à fait différent. C'est-à-dire que
les radios associatives, elles ont besoin d'être présentes sur le DAB+, comme le sont les radios indépendantes, comme le sont les réseaux. Et ces nouveaux émergents dans ce domaine, il y a des entrants qui arrivent grâce au DAB+. Mais il y a des moyens financiers qui ne sont pas les mêmes entre ces grands groupes et les radios associatives. Donc, le choix qu'on avait fait, c'était de dire, soyons acteurs de notre diffusion. La plupart des radios associatives sont déjà les acteurs de leur diffusion en FM et ont une maîtrise de leur diffusion. Soyons cet acteur également sur le DAB+. Et on a mené ce travail tout d'abord auprès du CSA, par l'entremise du CTA, en disant, écoutez, nous, ce qu'on souhaiterait, quand c'est possible, c'est que vous puissiez regrouper les radios associatives sur un multiplex et y adjoindre, pour le compléter, des radios de catégorie B à taille humaine avec lesquelles on est capable de discuter et d'avancer ensemble. C'est finalement le choix que le CSA a fait dans les grands pôles urbains. C'est le cas par exemple à Strasbourg, ce qui nous a permis de réunir ces opérateurs et de faire une démonstration en disant, écoutez, voilà, il existe une solution pour diffuser. Elle est moins confortable que la solution clé en main proposée par TDF ou par des concurrents à TDF, mais voilà, on prend un engagement, c'est que sur les 2 prochaines années, le coût de fonctionnement sera moindre. On s'était engagé sur un coût de fonctionnement à moins de 100 € par mois et par radio. Et analyse faite, par exemple, sur Strasbourg, puisque on a un peu plus d'1 an d'exploitation, et donc le premier bilan qui est sorti, on arrive à 47 € par radio et par mois. Mais justement, Franck, parce que c'est moins cher, ça j'ai bien compris, mais ça crée une forme d'injustice quand même, parce que si les moyens sont moins importants, j'imagine que la qualité de service, et notamment la zone de couverture, il faut rappeler qu'en DAB+, c'est du numérique, c'est 0 ou 1, il doit y avoir des zones d'ombre, la qualité de votre site sont peut-être moins importantes, enfin il y a forcément... comment est-ce possible? C'est simplement le fait que vous ne passiez pas par une société privée qui fait que vous arrivez à faire un tarif aussi attractif? Pas du tout. Ou alors il y a une qualité de service que vous délaissez? Alors il y a tout d'abord tout l'apport bénévole. Dans les radios associatives, vous le savez, il y a cette culture du bénévolat. Et à titre personnel, je me suis engagé à ce que toute la gestion de la maintenance et du suivi du multiplexage soit assurée bénévolement. Ça représente une économie considérable. Il y a également tout le travail d'intervention sur site où on arrive à dépanner grâce à notre réseau de bénévoles. Alors, le bénévolat, c'est tout simplement un système D qui nous permet de réduire considérablement les coûts. Ensuite, en s'appuyant sur les radios associatives, les radios B bénéficient aussi de nos relations avec les collectivités locales, et c'est au travers de ces relations qu'on a pu obtenir l'accès à des sites à des coûts moindres. Aujourd'hui, un toit, ça coûte une fortune. Quand une collectivité locale souhaite qu'un projet soit implanté, elle peut le faire dans des conditions privilégiées. Donc tout cela mis bout à bout, ça constitue des économies considérables. Ça ne veut pas dire que dans 1 an ou dans 2 ans, les coûts resteront les mêmes. Il va y avoir évidemment une évolution parce que, vous l'avez dit, il faut un service. Alors pour ce service, il va falloir à un moment donné, je ne pourrai pas éternellement assurer les prestations bénévoles que j'assure aujourd'hui. Et puis, il va falloir avoir également une sécurité. Là, l'installation est récente, mais il va falloir prévoir des émetteurs de secours et prévoir un certain nombre d'équipements qui vont générer quelques dépenses, mais on restera toujours dans une fourchette qui sera extrêmement attractive. Alors pourquoi? Parce que tout simplement, à un moment donné, quand le Nicolas Curien dit il faut à tout prix lancer le DAB+, nous, les radios associatives, dans la globalité, on a répondu présent. On a dit OK, on va vous accompagner, on va aller dans cette direction. Les radios du CIRTI, me semble-t-il, ont également été très actives dans cette dynamique. Et on a dit, on prend le risque, chiche, et on dépense. On va investir. Aujourd'hui, on investit depuis plus d'1 an. Pour d'autres, c'est depuis quelques années.
avec un retour sur investissement qui, pour l'instant, il faut quand même être clair, est relativement réduit, voire nul. Et le problème, c'est que les grands groupes ont traîné la patte. Il faut que ces groupes se lancent également pour qu'il y ait une dynamique collective et que le DAB+ puisse véritablement prendre. Donc, quand vous avez dit, est-ce que c'est trop tard? Non, c'est pas trop tard, mais à un moment donné, maintenant, il va falloir y aller et pas trouver toutes les techniques pour traîner. Et vous pensez que le CSA est bien conscient dans l'attribution de ces nouvelles fréquences que les radios associatives, les radios du CIRTI étaient les premières à aller au front, puisqu'on va dire que les grands groupes sont arrivés que tardivement par rapport à ça. Est-ce que la façon dont sont attribuées les fréquences, on est bien dans cette politique où vous avez soutenu le DAB+ depuis le début? Non. Il y a eu une première stratégie qui était la stratégie des territoires. Le CSA a lancé des appels à candidature en tenant compte des bassins de vie, ce qui était en phase avec les attentes des radios associatives et des radios indépendantes. Parce que la plupart des radios associatives ont vraiment un lien avec leur territoire, et c'est le cas aussi des radios indépendantes. Ça a été dit tout au long de la journée, l'ultra-local, la proximité, c'est la recette gagnante. Et puis, on a connu un revirement complet où il faut aller vite, et donc on déploie des plaques. On ne raisonne plus en termes de bassin de vie, on raisonne sur des plaques pour aller vite et déployer des appels à candidature qui permettent... On peut peut-être, ce serait peut-être bien, pardonne-moi de t'interrompre, mais rappeler justement quels sont les allotissements qui sont faits, parce que c'est un peu compliqué entre le métropolitain, l'élargi, la façon un petit peu dont ça fonctionne pour que le vocabulaire soit assez clair pour tout le monde. Le métropolitain, c'est tout simplement un appel national où un certain nombre d'opérateurs nationaux vont proposer un programme qui est le même sur toute la France, avec, dans un premier temps, du nœud des arcs, les axes routiers, afin qu'on puisse circuler et capter le programme à peu près partout. Donc ça favorise plutôt les grands groupes nationaux. De toute façon, vu l'investissement qu'il faudra engager dans le déploiement de ce système, il faut avoir une capacité financière. Seuls les grands groupes, je crois qu'il y aura 2 multiplex, l'un va être administré par Radio France, l'autre par l'un des autres groupes radio musicales, mais toujours est-il, il faut avoir des capacités financières conséquentes, donc de toute façon, oui, ça s'adresse exclusivement à des grands opérateurs, mais et ensuite, on va avoir ces multiplex que je qualifierais de plaques régionales, ce qu'on appelle les étendues, où là, on a plutôt des opérateurs qui ont aussi une certaine capacité financière, et puis des multiplex locaux. Au départ, c'est là-dessus qu'on va s'intéresser pour les radios associatives et les radios de catégorie B. Au départ, ces multiplex locaux représentaient un bassin de vie. Quand les appels à candidature ont été lancés dans le Nord, en Alsace et à Lyon, on avait cette notion de bassin de vie. Aujourd'hui, avec les dernières vagues d'appels à candidature, on a des plaques qui sont beaucoup plus étendues et où on n'a plus aucun lien entre un habitant de l'extrémité de la plaque et de l'autre côté. Donc, les radios associatives n'y trouvent pas leur compte, ne sont pas prioritaires pour candidater et vont se retrouver exclus. Donc, il va falloir, dans un second temps, trouver des solutions pour rattraper. Et alors, est-ce qu'elles existent réellement, ces solutions? Puisque on a vu, par exemple, sur la zone Grand Est, on en parlait tout à l'heure, la RCF 3, qui a préféré remettre même sa fréquence FM au pot, parce que l'allotissement avec RCF Reims, si mes souvenirs sont bons, il y avait un problème d'incompatibilité entre les diocèses, et donc ça aboutit à des changements, mais il y a peut-être d'autres radios associatives comme ça qui vont se retrouver sur le carreau? Évidemment. Il y a des solutions? Il y a des solutions, oui, il y a des solutions, puisque on a démontré aujourd'hui qu'on était en capacité de déployer un multiplex, de le faire fonctionner avec une stabilité à des coûts extrêmement réduits. Donc, techniquement, on est capable de faire fonctionner dans des bassins de vie, des zones montagneuses, des multiplex avec 3, 4, 5 opérateurs sans aucune difficulté. Et que ce soit viable économiquement. Il y a aussi une notion sur la gestion du spectre et des fréquences. Tout cela est actuellement
à l'étude et doit être présenté au CSA tout d'abord, et puis à l'ensemble du secteur dans un second temps. Oui, il y a des solutions, et il ne faut pas que ces radios A et un certain nombre de radios catégorie B soient exclus. Alors, je vais revenir à Benoît, à TDF. C'est un gros chamboulement quand même ce qui est en train de se passer. Il y a une redistribution des cartes et notamment de la diffusion. TDF a beaucoup changé ces derniers temps avec le rachat d'ITAS, notamment dernièrement, société que tu dirigeais d'un point de vue opérationnel en grande partie. C'est pour mieux se préparer à cette nouvelle époque ? Alors, TDF est toujours à vocation à se transformer puisqu'elle doit suivre l'évolution. Pour revenir à la solution autodiffusion versus diffusion, ça a toujours existé en FM puisque ça a démarré comme ça, enfin les radios libres ont démarré comme ça. Et donc il n'y a pas de nouveauté dans ce qu'on observe. Ce que l'on observe qui est différent entre la FM et la diffusion DAB+, c'est qu'en FM, la radio elle fait un choix technico-économique de sa diffusion et elle l'assume. Si elle fait un choix de ne pas acheter de matériel de secours, d'avoir un seul technicien qui est compétent, même si la compétence FM elle est relativement accessible, c'est son choix et elle l'assume. Le jour forcément où il y a un incident, forcément c'est toujours ce jour-là où le technicien il est indisponible pour toutes les bonnes raisons du monde. Elle assume le fait que elle est en panne plus ou moins longtemps, le temps de rassembler les ressources, qu'elle soit humaine ou matérielle, pour pouvoir se réparer. Là, en diffusion DAB+, c'est pas la même chose, puisque là, on embarque 12 autres collègues avec soi, et le matériel est beaucoup plus cher. Le matériel de secours, on n'en parle même pas, c'est le doublement du prix, à peu de choses près. Et les compétences ne sont pas du tout les mêmes. Et les appareils de mesure, également, ne sont pas les mêmes. On a ensuite un discours technique avec l'autorité de tutelle qui est d'un tout autre niveau qu'en diffusion FM. Donc là, on observe, effectivement, je ne veux pas prêcher pour un paroisse, mais j'observe qu'on a des diffusions FM, des diffusions DAB+, qui se mettent en place avec des radios assistées. Ça marche plus ou moins bien. Mais c'est comme une assurance, on met le prix au curseur de ce qu'on veut sécuriser. Et avoir une sécurité optimum, ça a un coût qui est quand même assez important. Et surtout, ça implique les autres éditeurs. Et si je prends une casquette radio, que j'ai plus depuis quelques années, c'est beaucoup plus facile d'aller taper sur la tête d'un diffuseur dont c'est le métier et donc avec qui j'ai une relation contractuelle, que d'aller taper sur la tête d'un collègue avec qui je travaille depuis 20-30 ans, qui diffuse ma radio dans le multiplex, et avec qui j'ai une relation qui est totalement différente, voire même une relation amicale bien souvent. Et donc dans ce cadre-là, c'est vrai que les bonnes résolutions qu'on a mis au départ de dire oui on fait du low cost et on assume tous, quand on vient les premiers incidents, c'est là où il peut y avoir des aspérités, des difficultés et des problématiques qu'on n'a pas quand on a face à un diffuseur sur lequel on attend de sa part, de son travail, de son professionnalisme, un engagement et un résultat sur la qualité opérationnelle. Alors, moi, je voudrais juste réagir en 3 mots. C'est dire, moi, je respecte TDF et je crois que de toute façon, le modèle que moi j'ai présenté, il ne peut pas fonctionner en toutes circonstances. Il peut fonctionner dans certains cas de figure. Et on aura toujours besoin de TDF et de sociétés comme celle-ci pour diffuser. Ça, c'est important. La seule chose, il faut une fois pour toutes changer les stratégies et arrêter de vendre en disant que attention, c'est trop compliqué le DAB, il y a 10 000 notions supplémentaires et vous n'y arriverez pas. Et de dire c'est bricolé, ça marche plus ou moins bien. Aujourd'hui, ça marche bien. En matière de panne, il n'y en a quasiment pas. Si on veut résoudre les derniers points de panne, il y a des points d'amélioration qui ne sont pas extrêmement coûteux, mais qui pour l'instant n'ont pas été retenus par les radios. Donc les radios assument ces pannes potentielles. Mais aujourd'hui, on a besoin de diffuseurs professionnels comme TDF et on a besoin que dans certains cas de figure, il y ait des solutions qui économiquement sont moins coûteuses et qui permettent à des radios qui ont des moyens beaucoup plus limités d'exister et de ne pas être mis sur le carreau. Mais surtout, il faut éviter de travailler la stratégie de la peur
pour essayer de vendre. Je crois qu'il y a d'autres outils. Alors, tu fais preuve justement de beaucoup de pédagogie par rapport à ça. On évoquait tout à l'heure les contraintes de la diffusion en numérique, c'est 0 ou 1. Sur la FM, on passait de stéréo en mono quand il y avait un petit problème géographique. On est dans le Grand Est. Il va falloir diffuser en DAB+, sur les Vosges. C'est très vallonné. Ça va nécessiter beaucoup de points hauts et beaucoup d'émetteurs pour pouvoir couvrir toute cette zone. Benoît, parce que c'est plutôt à toi que je m'adresse, parce que là j'imagine que TDF, c'est combien de sites en France aujourd'hui, TDF ? Alors TDF, c'est 5000 fréquences FM, c'est des grands réseaux FM synchrone, on en a parlé, là, il y a énormément d'FM synchrone, toutes les autoroutes APRR et ASF notamment. C'est 1600 pylônes dédiés au broadcast. Il y en a beaucoup plus qui sont exploités pour les télécoms et autres activités. Donc oui, il y a un parc de sites et chaque année on construit de nouveaux pylônes pour des besoins télécoms, pour des besoins radio. On a quelquefois des demandes de nos clients qui souhaitent avoir une infrastructure différente ou différenciante de la concurrence et on a notamment, je prends un cas très concret, l'ODEV, sur lequel on avait un pylône radio qui ne convenait pas au projet des différents éditeurs. On a construit un nouveau pylône qui va être recetté dans les semaines, mois qui arrivent. Alors, pardonne-moi, je vais répéter ma question parce que j'ai pas eu le sentiment d'avoir ma réponse. On va prendre le cas de Paris. Auparavant, Paris, il y a un truc génial qui s'appelle la Tour Eiffel. On allume un émetteur de 10 kg et on couvre tout l'Île-de-France. Le problème va se poser aussi dans les Vosges. Ils ont les mêmes droits. Ils vont avoir besoin aussi d'être reçus par les programmes radio. Alors évidemment, les bassins de population sont beaucoup moins importants et les difficultés géographiques, elles sont là. Là, on va être obligé de s'appuyer sur de nombreux points hauts, un petit peu d'ailleurs comme la 5G. Si j'ai bien compris, il va falloir de plus en plus de sites pour couvrir ces paysages-là. Alors, dans ces configurations-là, chaque allotissement a déjà sa surface et puis ses caractéristiques géographiques. Et donc là, on apporte une expertise en termes de diffusion et en termes de couverture en proposant des solutions, alors soit de un site, soit de plusieurs sites, puisque le DAB+ a ce grand avantage d'être complètement numérique. Et là, pour le coup, la synchronisation, elle est réaliste et fonctionne parfaitement. C'est même un des éléments constituants du DAB. Et donc, dans ce cadre-là, pour chaque territoire, il y a une cartographie qui est construite et qui suit, qui peut être à la carte. En fait, on peut très bien allumer un bassin de vie et ensuite, au fur et à mesure de l'évolution de l'appétence du marché, allumer le reste des autres émetteurs pour couvrir l'ensemble de l'allotissement, que ce soit en fonction de l'appétence des clients éditeurs ou en fonction du calendrier du CSA, parce que dans l'autorisation du DAB+, il y a un pourcentage de couverture à suivre en fonction des années après l'allumage. D'accord. Alors, je vais revenir aux usages. Franck, on le disait tout à l'heure, la région Grand Est au niveau audience pour les radios associatives, vous êtes sur le podium, vous êtes très fort en termes d'audience. Est-ce que l'arrivée du DAB+, notamment pour Azure FM, vous sentez déjà une tendance, vous avez déjà un retour sur cette nouvelle diffusion, ce nouveau mode de diffusion où il y a de plus en plus de récepteurs dans les voitures qui arrivent, notamment, vous le sentez déjà ? Pas du tout. Non, il faut être honnête, je le disais tout à l'heure, aujourd'hui on investit sur l'avenir, on ne sait pas ce que ça va donner, mais on se dit que la radio, il va y avoir probablement encore de nombreux nouveaux canaux sur lesquels il va falloir investir, le DAB c'en est un, donc on investit. Le parc, la mobilité, Guy de Troussel le disait ce matin, constitue une part significative de l'audience en radio. Le parc de voitures en France est quand même assez vieillissant et a du mal à se renouveler. Donc je pense qu'il va falloir encore attendre un petit peu. Lorsqu'on a eu les premières réunions consacrées au DAB+ à Strasbourg, j'avais annoncé, me concernant, qu'il me semblait qu'il faudra 10 ans avant qu'il n'y ait d'auditeurs en DAB+. Et tout le monde m'a dit « mais s'il faut 10 ans, nous on n'investira pas, c'est pas possible ». Et puis au fil du temps, aujourd'hui, ces mêmes personnes reviennent vers moi en me disant « tu avais peut-être raison ». Alors oui, je pense qu'il faudra encore attendre. Il y a plusieurs facteurs.
il y a l'arrivée de ces grands groupes, il y a le remplacement du parc matériel. Il faut qu'il y ait un véritable intérêt pour l'auditeur de s'équiper, d'aller vers ce canal. Donc aujourd'hui, il faudra encore être un petit peu patient et il faudra surtout travailler sa marque, être identifié comme un acteur du territoire, parce que on évoquait ce point-là, c'est que en Alsace centrale, par exemple, on capte aussi bien en DAB+, les émetteurs suisses, les émetteurs allemands et les émetteurs français. Sans l'allumage des derniers multiplex, on est déjà aujourd'hui à 160 programmes captés sur le centre Alsace. Ça représente quand même beaucoup de radios. Si je comprends bien, tu es assez pessimiste par rapport au succès du DAB+, sur la France. Moi, je ne suis pas pessimiste. Ouais. Je dis qu'il faut être patient. D'accord. Et que dans le contexte actuel, la plupart... Sur la Suisse, ça réussit plutôt bien. Alors, c'est un tout petit territoire. Sur l'Allemagne, c'est plutôt bien parti aussi. En Suisse, il y a eu un choix politique de financer le DAB+, et de mettre une pression sur la FM. En Allemagne, on ne peut jamais comparer le développement radio entre la France et l'Allemagne. Il y a vraiment eu deux stratégies différentes. Alors aujourd'hui, on dit que ça marche. Oui, je sens qu'il y a de la part d'un certain nombre de radios qui n'existent qu'en DAB, déjà une certaine présence, une certaine existence, puisqu'on peut constater dans certaines manifestations outre-Rhin que les manifestations ont un partenaire radio DAB. Ce qui n'est pas aujourd'hui encore le cas en France. Mais il ne faut pas... Je ne suis pas pessimiste, je dis juste qu'il est trop tôt pour se positionner là-dessus, mais il va falloir tenir le coup pendant ce temps-là. Bon, on va refermer le chapitre du DAB+, qui est absolument passionnant, qui est un débat qui dure depuis 30 ans, mais qui s'est un petit peu activé dernièrement, et tant mieux, parce que ça stimule le marché radio. On va toujours parler radio, avec un dinosaure de la radio qui était au début de la FM, donc qui serait capable de nous faire l'histoire de la FM. Mais depuis quelques années maintenant, il dirige RCS Europe, RCS société américaine, dirigée quand même aux États-Unis par un Français. Oui, absolument, oui. RCS est dirigé par Philippe Généralier. S'il nous regarde, on le salue. Avec le décalage horaire. Il est tôt chez lui, j'imagine, ce matin. Lionel, alors RCS, est-ce que tu peux nous faire une petite présentation de la société ? Je pense que tout le monde connaît le Selector, le fameux logiciel. Je vais juste te couper une seconde, je vais juste mettre un mot sur le DAB. Ah je t'en prie. Donc tu sais que je suis un franc soutien. Aujourd'hui, comme c'était bien précisé par Franck, c'est vraiment l'expérience utilisateur qui va primer. Et donc la qualité de la couverture et la qualité du son et de tout ce qu'on trouve dans le DAB, parce qu'aujourd'hui, c'est justement l'inverse qui est fait. Et que vraiment, il faut que les radios fassent vraiment un effort, parce que l'expérience utilisateur, elle est très positive dans certains pays. On n'a pas cité la Belgique, mais en Belgique, il y a un vrai confort d'écoute, et qui n'est pas du tout présent chez nous. Et je crois qu'il y a encore un vrai effort sur l'expérience utilisateur, parce qu'elle sera déterminante de toute manière. Et pourquoi, tu vois, Lionel d'ailleurs qui connaît bien les radios du monde entier, notamment celles d'Europe, pourquoi les radios françaises ne sont pas plus attentives à ce niveau de qualité pour cette expérience utilisateur ? Le transport en général est de mauvaise qualité, il y a plein de raisons à ça, mais pourquoi c'est spécifiquement français ça ? À moins que Benoît tu souhaites répondre, tu as peut-être une réponse ? Là il faut revenir en 2014, en fait 2014 le CSA lance les appels. Ça a été boudé par les grandes radios. Donc beaucoup de radios associatives et de radios commerciales se sont lancées dans le sujet et on dit voilà, on va démarrer au plus bas coût avec un diffuseur parce qu'on n'a pas forcément les compétences ou acquis les compétences en très peu de temps. Et donc on a fait des choses qu'on ne se permettrait pas en FM. On a des diffusions sur Paris avec un bassin de 12 millions d'habitants. Avec des lectures de flux qui viennent d'Internet avec un simple stream MP3 de mauvaise qualité, donc là on revient à la qualité audio. Et là effectivement on a démarré le DAB+, avec vraiment une qualité audio qui est quand même pas agréable et pas souhaitable pour ce type de produit. Et ensuite toute la partie données associées, images, etc. c'est pas du tout travaillé. On est pleinement d'accord quand je regarde ce qui se passe en Allemagne et en Suisse. Il y a plein de choses. Les gens sont vraiment imaginatifs, créatifs sur des images à partager, des informations, des images d'interviewés d'hommes politiques qui passent dans le studio. Il y a vraiment plein de choses qui se passent. Alors qu'en France, on n'a pas grand-chose.
On a quelques radios qui ont une qualité audio et qui travaillent sur la qualité audio. On a quelques programmes qui sont vraiment sympathiques, avec un grain très reconnaissable, avec un peu d'animation d'image. Je pense à Crooner en particulier, où il y a vraiment ces pochettes qui défilent avec une personnalisation de chaque pochette, etc. Il y a un vrai travail. Mais effectivement, je te rejoins pleinement là-dessus. Il y a un travail de travail sur la marque. Tous les deux, vous avez vraiment parfaitement raison dessus. Il y a un travail sur la marque qui est à faire et qui aujourd'hui n'est pas fait. Alors ça va faire une bonne transition à nouveau pour Lionel. Merci. Parce qu'on était parti sur la présentation de RCS. J'aimerais bien que tu reviennes un tout petit peu sur une introduction pour que tout le monde sache un petit peu ce qu'est le groupe RCS, quels sont les produits que vous avez et notamment les outils pour gérer la qualité audio et la gestion des données associées. Je crois qu'il y a tout ce qu'il faut chez RCS pour ça. Oui, bien sûr, mais cette partie-là, elle est surtout gérée évidemment par le diffuseur, un diffuseur qui permet de stocker de l'audio linéaire. Je dirais ça aujourd'hui, c'est quand même standardisé, et de gérer tout l'export des métadatas et de s'appuyer sur des librairies de data conséquentes. Aujourd'hui, on peut tout à fait synchroniser sa propre librairie avec des librairies extérieures pour recharger ou consolider la librairie interne avec des métadatas. Ça, c'est quelque chose qui est déjà aujourd'hui tout à fait possible, et après, libre à chacun d'alimenter son système. Mais c'est vrai que c'est très important. Ça fait partie des choses. Alors, RCS, c'est avant tout Selector, c'est le produit historique et le produit phare. Aujourd'hui, on a tout le reste, c'est-à-dire la diffusion qui s'appelle Zeta, et la partie pour les journalistes, les parties pour la publicité, pour le CRM, et tous les outils de la radio, du studio, qui sont devenus des outils numériques informatiques aujourd'hui de toute manière. Donc, la chaîne, on part de Selector pour la partie programmation, on arrive à Zeta, qui est le système d'automation. Oui, absolument. Oui. Et alors, qu'est-ce qui différencie ce Zeta par rapport aux autres systèmes? Qu'est-ce qui fait qu'il est meilleur? Meilleur, c'est un grand mot. Là, je dirais, il y a une principale différence, c'est que c'est un logiciel qui a été développé récemment, donc qui bénéficie, récemment dans l'univers informatique, il faut quand même quelques années pour fabriquer un logiciel de ce niveau. Donc on part de quelque chose qui a presque une dizaine d'années aujourd'hui, mais les technologies qui ont été utilisées à cette époque arrivent aujourd'hui sur le marché et positionnent le produit donc avec des nouvelles technologies. Donc des bases de données solides, des produits qui sont très souples, qu'on peut retrouver sur le web, avoir des pages web, être capable de lire par exemple n'importe quel type de fichier audio à n'importe quel type de compression sans rien changer. Donc en fait avoir des librairies qui peuvent être de tout format et les mélanger et les jouer sans avoir d'incident d'antenne. Et aujourd'hui, effectivement, autour du Covid, la partie Internet, avec ce qu'on appelle To Go, c'est-à-dire toute la partie des pages en ligne, qui permet d'accéder au logiciel depuis n'importe quel endroit, avec n'importe quel type de support, puisque c'est de l'Explorer, et donc de se retrouver exactement dans sa configuration studio et de travailler de n'importe où sur sa radio. C'est l'essentiel des choses aujourd'hui. Et la même chose, puisque la base de données est plutôt récente, on est capable facilement, de manière extrêmement dynamique, de gérer tous les départs, les multi-départs publicitaires, les multi-départs de programmes qui peuvent être générés par un éditeur, ou les multi-programmes. Parce qu'aujourd'hui, à partir d'une seule unique librairie, on peut fabriquer autant de programmes qu'on veut. Donc après, c'est le support qui change, le DAB, le web, la FM, tout ce qui est disponible. Alors en termes d'innovation chez RCS, comme chez d'autres fabricants de playouts d'ailleurs, vous travaillez beaucoup sur le cloud, mais vous avez été récompensé avec Sound4, notamment dernièrement, sur des nouveaux produits? Oui, en fait, il y a un axe fort qui a été, en plus de tout ce travail sur la diffusion, on a porté nos états dans le cloud, et un diffuseur dans le cloud sans entrée ni sans sortie, je dirais, ça sert à rien. Donc effectivement, le diffuseur Zeta fait lui-même son streaming, donc après le streaming est récupéré, on peut le diffuser à partir de serveurs. Et pour que ce soit complet, le traitement de son lui-même en version cloud, donc en fait c'est un Sound4 X1, qui est un logiciel donc spécifique pour le cloud, permet de faire une chaîne complète. Donc en fait, après vous travaillez d'une manière assez virtuelle, mais sur le web, et en fait on est quasi, enfin très proche de l'utilisation qu'on peut avoir en studio du logiciel. C'est vraiment pareil en fait. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez passé le cap de dire, dans la radio, il n'y a plus d'infrastructure, on met tout en cloud et on travaille à travers une plateforme où ça, c'est un futur proche, mais ce n'est pas encore tout à fait le présent? Non, ce n'est pas encore tout à fait présent parce que
ce qui caractérise normalement la radio, c'est quand même le côté live, c'est le fait d'être en direct et d'avoir des choses plutôt spontanées. Aujourd'hui, c'est possible dans une certaine mesure au travers du cloud, mais parallèlement à ça, les studios évoluent beaucoup. Alors, c'est toujours différent d'une région à l'autre en Europe, enfin d'un pays à l'autre en Europe, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on assiste en tout cas à la disparition de la console comme outil de studio, où ça devient une tablette ou un écran tactile, enfin quelque chose de l'esprit de la tablette qui permet, dans une seule unique page, d'intégrer le diffuseur et ce dont on aurait besoin sur la console, c'est-à-dire ouvrir un micro, 2 micros et starter quelque chose. Donc ça, c'est vrai aujourd'hui, c'est la grande tendance. Ça accélère, honnêtement, de ce qu'on voit. Et évidemment, c'est quelque chose qui est tout à fait possible tant qu'on reste dans l'univers de l'audio sur IP. Donc, les quelques marques, les quelques fabricants de matériel audio sur IP, on est évidemment totalement compatible avec eux et c'est l'axe de développement aujourd'hui. La virtualisation complète, tu l'estimes à combien? C'est une histoire de mois, c'est une histoire d'années, c'est une histoire de décennies? Oh non, ça a été très très vite et bien plus vite que je ne le pensais, vraiment honnête. On peut déjà, dans l'absolu, si aujourd'hui, ce qui est pas agréable, on va dire, c'est qu'il y a encore des délais, il y a encore du décalage, il y a des buffers partout, donc on n'est pas dans une vraie sensation live. Mais tout à l'heure, tu parlais de morning avec des systèmes de codec distants. Oui. Tu peux préciser un petit peu ce que tu avais en tête quand tu parlais de ça? Mais en fait, on a utilisé les outils que tout le monde connaît, surtout connaît depuis la pandémie, où on fait de la visioconférence globalement. Donc, en enlevant la partie audio et en mettant des codecs très rapides, avec des buffers très faibles, enfin des temps de latence très faibles, on arrive très facilement à ce que chaque animateur ou chaque personne qui doit être présente dans le morning est chez elle, fait son streaming, et le tout arrive dans le diffuseur, enfin en tout cas sur la console virtuelle du diffuseur. À partir de là, vous êtes en configuration antenne, et donc après c'est des petits principes de N-1, enfin tout ce qui fait la vie dans un studio d'une radio, mais aujourd'hui c'est tout à fait opérationnel. Alors sur le marché français, dernièrement, RCS s'est fortement développé. Sur la région Grand Est, par exemple, il y a quelques clients en exemple que tu pourrais citer? Ou c'est confidentiel? Non, il n'y a rien de très confidentiel. Alors Grand Est, je ne sais pas. Enfin, c'est vrai que le groupe Tertio est aujourd'hui quelqu'un qui est un très bon client, et on vient de développer récemment, puisqu'ils se sont étendus au travers de Radio Liberté. Donc on a aujourd'hui installé Radio Liberté avec Zeta, et ça fait partie du réseau Driekland, je pense. Voilà, pour l'essentiel. Voilà. Une radio? Il y en a plein d'autres, mais tu peux pas le dire, c'est ça, ok. Lionel fait son timide. On est sur les nouveaux usages. Qu'est-ce qui manque encore à Zeta? C'est quoi la brique de l'avenir? Si tu peux en parler, est-ce que tu as déjà des petites idées sur la façon dont on a parlé du cloud pour l'évolution des systèmes, des logiciels de RCS, mais on va vers quoi par rapport à la gestion de la radio à travers ces outils de production? Ça, je ne sais pas, il faut demander aux radios, c'est eux qui définissent l'utilisation. Nous, on essaie d'accompagner au mieux. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire le fait de ne plus avoir aujourd'hui de matériel dur, c'est-à-dire de hardware, vraiment de consoles, ou même d'équipements lourds, enfin d'avoir beaucoup d'informatique en local. C'est sûr que on est plutôt vers cette voie où ça va se simplifier, où les gens se retrouvent avec des systèmes de commandes complètement dématérialisés, et où finalement, que le son il soit géré en local en studio, ou géré dans un centre de serveur, ou géré dans le cloud, commence à être complètement transparent. Et Franck, au niveau des nouveaux usages, on l'a vu, une radio associative telle qu'on l'a gérée il y a 30 ans et telle qu'on la gère maintenant, ça nécessite plus de compétences, d'être plus réactif. L'évolution de la structure associative dans le domaine de la radio, est-ce qu'elle a un avenir, et si oui, lequel? Bien sûr qu'elle a un avenir, mais parce que ce lien de proximité, c'est l'essence même des radios associatives qui sont en prise avec leur territoire au quotidien. Et puis, quelque part, il y a malheureusement aujourd'hui quelques radios associatives qui périclitent parce que
avec les 40 ans de la FM, on n'a jamais su renouveler ses cadres, renouveler ses membres, et on a une équipe qui est démotivée et qui n'est pas en capacité de relever le défi de la technologie. Mais globalement, et sur une grande partie de radio, les radios associatives ont la chance d'être dotées de ressources humaines et de bénévoles qui sont capables de relever ces défis. On en a déjà relevé quelques-uns. Alors on parlait avant de dinosaures, c'est vrai qu'on est peut-être aussi les dinosaures de la radio, puisqu'on est les plus anciens, et on a toujours gardé cette passion, et on a su évoluer avec les outils. Alors, il y a tout de même une frustration, c'est évident, c'est que moi, à titre personnel, j'ai 10 000 envies, et je me sens frustré de ne pas pouvoir forcément les réaliser, parce qu'on fait de la radio tout de même avec des moyens qui sont dérisoires en comparaison des moyens qui peuvent être ceux du service public ou de grands réseaux. Le mot de la fin pour Benoît de cette table ronde, le diffuseur historique de la radio, quand même un TDF issu de l'ORTF à la base. Ça remonte à déjà quelques années. On voit bien, j'en parlais tout à l'heure, que TDF a terriblement changé ces dernières années. Est-ce que l'avenir de TDF sera toujours la télédiffusion et la radiodiffusion? Il y a des nouvelles activités, vous en parliez tout à l'heure, c'était un de tes représentants tout à l'heure qui parlait de nouvelles activités, notamment auprès des collectivités. Alors, il y a plein d'activités, puisque on sait bien que le broadcast aura un temps. Ça me semble évident. Et à côté de ça, on développe plein d'autres activités, notamment sur des activités diverses comme le data center, sur lequel on a fortement positionné des infrastructures. Et également, on a une branche qui est désormais sur le développement de la fibre, le déploiement de la fibre. Et on a un certain nombre de territoires sur lesquels nous nous sommes positionnés. Et nous avons remporté des marchés de déploiement de fibre sur notamment l'Anjou, sur la Touraine, à côté de Paris, sur les Yvelines. Donc on continue à répondre à plein d'appels, d'offres sur le déploiement de la fibre dans les différents territoires. Donc on a toute cette activité-là, et ensuite on a l'activité qui est historique également, qui est l'hébergement des opérateurs télécoms divers et variés, et avec ce qui nous promet, l'avenir nous promet proche, l'hébergement des infrastructures 5G, etc. Le Smart Cell qui sera positionné à côté des grandes agglomérations, toutes les choses comme ça. Il y a encore beaucoup d'activités en devenir sur l'hébergement des infrastructures et des opérateurs télécoms. Merci Benoît, ce sera le mot de la fin.